Alors déjà, je vais commencer par les présentations. Donc, je suis Guillaume Portella, le directeur commercial de Cybercité. Cybercité, je pense que beaucoup connaissent, on est une agence leader dans l'optimisation SEO et gestion de campagne SIA. On fait partie d'Isoscale depuis le début d'année. C'est un groupe de 450 personnes dédié à l'optimisation du parcours client. Notoriété, acquisition, fidélité au niveau du parcours client. Et donc, on a la chance d'animer donc avec Astier aujourd'hui cet atelier pour vous parler comment cette enseigne, qu'est-ce qu'a mis l'enseigne comme plan d'action pour pouvoir doper son chiffre d'affaires digital. Astier, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je suis Astier Verschure, je suis directeur digital du Temps des Cerises que j'ai rejoint en 2017. Tout d'abord pour un projet de transformation digitale en B2B et puis ce faisant, finalement il y a eu des besoins et des demandes au niveau de la partie B2C et on s'est investi sur ce sujet depuis 2018 et comme je vous le raconterai juste après, en collaboration avec notamment Cybercité. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter la marque Le Temps des Cerises? Parce que peut-être certaines personnes ne connaissent pas cette enseigne. Alors on a la chance d'abord d'être à Marseille, donc on vient de là ce matin. Donc c'est une marque qui a 20 ans, à peu près un tout petit peu plus, donc c'est une marque de textile, hein, on est dans le fashion, mais avec un ancrage très denim. Vraiment le métier de base c'est le jean. On couvre l'homme, la femme, l'enfant, mais notre cœur de marché, c'est la femme, pour 70%. On est sur j'ai un cœur de cible, 35-55 ans, plutôt CSP+, qui n'était pas franchement très digital, enfin voilà, c'est pas des digital natives, mais qui maintenant forcément se sont mis au e-commerce, donc on était sur un bon time to market et aujourd'hui on commercialise la marque sur le métier historique était le wholesale, donc passer par des revendeurs multimarques, online, offline, mais aussi nos propres magasins, on a 80 magasins en France principalement, un petit peu international sur le Benelux et depuis je pense 2015 à peu près sur le e-commerce, mais principalement, comme on vous le dira après, principalement à partir de 2018-2019. Donc il y a bien eu 3 phases, le wholesale départ, le réseau qui se monte et maintenant un relais de croissance avec le digital. Est-ce que tu peux, on va passer au vif du sujet, nous parler de cette feuille de route structurée que tu vas présenter, si ça veut bien, et donc en quoi ça consiste ? Alors, effectivement, je ne sais pas, c'est pas forcément une recette miracle, mais en tout cas, c'est vrai que ça a bien marché pour le Temps des Cerises, pour nous, puisque on a décidé donc en 2018 de travailler sur ce projet d'accélération digitale. Donc, on a travaillé avec le board, un fonds d'investissement qui est minoritaire chez nous, mais qui a décidé de nous aider, d'aider le Temps des Cerises à accélérer sur la partie digitale. Il nous a mis d'ailleurs en contact, et ça c'est pas une histoire, avec Cybercité, comme d'ailleurs avec plusieurs autres partenaires avec qui on a travaillé ensuite. Et on a commencé en 2018 par pratiquement 6 mois de construction d'une feuille de route. Donc on a construit ce qu'on allait faire sur 3 ans. Ça a été de longs échanges, des interviews, des contacts, un business plan. Mais on a vraiment écrit le chiffre d'affaires qu'on allait faire année par année, mois par mois, les leviers, la croissance de trafic qu'on visait. Et les moyens qu'on allait y mettre, les moyens humains, les moyens financiers, les budgets marketing qui ont, en quelques mois, à partir du moment où on a mis en œuvre, décuplé. Et c'est là qu'on est entré en contact avec Cybercité pour le gérer. Également, on a, dans cette phase de planification, on a regardé tous les moyens techniques qu'il allait falloir mettre en œuvre. Donc on a construit cette feuille de route, ce BP, et ensuite on a déroulé pratiquement mois le mois la partition. Ce que je trouve
vraiment intéressant dans cette façon de travailler, c'est que derrière, il n'y a plus aucun arbitrage financier, discussion financière avec la direction générale, avec les actionnaires, à partir du moment où on était au rendez-vous en termes de chiffre d'affaires, finalement, on pouvait dépenser des sommes assez importantes sans qu'à chaque fois on vienne nous poser la question ou sans qu'il faille perdre de temps, surtout, dans des débats d'arbitrage budgétaire. Beaucoup de KPI aussi. Vous avez beaucoup travaillé sur les indicateurs? Alors, la première phase, ça a été effectivement, je me souviens, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est familiale, hein, c'est le père et son fils qui ont monté ça il y a 20 ans. Le papa a cédé ses parts il y a 10 ans et le fils maintenant est donc seul PDG aux commandes et lui s'occupe des collections. Donc il est à la fois PDG et à la fois il est directeur des collections, c'est lui qui fait les jeans, qui dessine, qui va dans les usines. Et lui, dans un premier temps, aurait voulu que ce qui se voit change. Il a dit, bah oui, j'ai embauché quelqu'un, j'ai pris quelqu'un, un consultant au départ pour faire des trucs et je vois pas les choses changer. Mais en fait, on ne s'est pas du tout attaqué à ce qui se voyait au démarrage. Effectivement, on a mis en place toute la partie qui allait nous servir par la suite, solidité opérationnelle, tout ce qui est KPI opérationnel, KPI donc lié au service client, à la logistique, en combien de temps on livrait, KPI livré à l'économique, au trafic, à la performance. Et ça a été également effectivement toute une première phase de structuration. Donc, est-ce que tu peux nous détailler en interne ce que vous avez mis en place, mais aussi en externe pour pouvoir effectivement déployer cette feuille de route et la rendre live? Alors, là aussi, dans les premiers choix qu'on a eu et qu'on a fait, ça a été de dire bon, on a une agence marketing qui a fait un job pendant un certain temps, mais avec qui on pensait qu'on arrivait un peu au bout de la capacité de rebond. Et donc on a lancé dans vraiment les tout premiers mois, c'était fin 2018, Julie doit s'en souvenir, on a lancé une consultation de 3-4 agences et on a décidé de s'entourer déjà d'un partenaire sur cette partie marketing et on a décidé de confier la partie génération de trafic à une agence, donc avec l'ensemble du scope, donc le SEO, le SIA. Il faut savoir que dans l'équipe, il y avait 3 personnes, hein, donc un responsable e-commerce, une personne au service client et une personne au niveau de l'e-marketing pour gérer tout le site. La technique était externalisée, etc. Donc la première phase, ça a été effectivement de s'entourer des bonnes personnes. Donc première chose, une bonne agence, en tout cas des gens à qui on croyait, avec qui on pensait qu'on allait pouvoir faire un bout de route. Donc depuis le temps, voilà, on est toujours ensemble. Des partenaires techniques. Le pire sur un site e-commerce, c'est que d'un point de vue technique, ça ne tourne pas, c'est qu'il y a des problèmes. Donc là aussi, on a changé d'hébergeur très très rapidement et on a trouvé une société qui était petite taille, mais avec énormément de réponses. On a un accompagnement qui est exceptionnel quand on fait une mise en prod un peu sérieuse. Voilà, ils sont sur le pont, on est tous là. On a parfois dû faire des calls en urgence à 23h, ils étaient là. Ça, c'est aussi pour moi un des piliers essentiels. Donc s'entourer de partenaires solides et puis ensuite structurer progressivement la partie des équipes. Alors les équipes, effectivement, vous êtes parti à combien? Maintenant vous êtes combien? On est passé de 3 à 13, donc en 3 ans, effectivement. Début 2019, on était 3 personnes. Enfin, 3 plus moi, mais qui étaient à l'époque en externe, en consulting. Et maintenant, on est 13 en temps plein. Plus l'équipe de com. Plus l'équipe de com, où il y a 6 personnes. D'accord, parfait. Alors, les relais de croissance, vous avez aussi misé sur de la communication, un levier fort. Est-ce que tu peux nous en parler? Les relais de croissance, d'abord, c'est la première chose, c'était de générer du trafic. Si on n'a personne sur le site, c'est sûr qu'on ne peut pas vendre. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est d'abord il faut qu'on ait des gens qui aient de la compétence, de la connaissance, la génération de trafic, que ce soit le SEO ou le SIA, c'est des choses qu'on n'avait pas en interne. C'est des compétences qui sont relativement complexes à acquérir, à embaucher, surtout même quand on n'est pas forcément expert. Donc on a investi beaucoup et on a eu une grosse collaboration pour confier ces 2 leviers de génération de trafic à Cybercité, pour ne pas le citer, même c'est vous. Et ensuite, qui eux ont fait un travail
d'abord d'analyse de l'existant, d'analyse sectorielle, et avant de se lancer à nous générer et générer des campagnes, on fait effectivement eu toute une phase mais qui a été courte, peut-être 2-3 mois d'état des lieux, et tout de suite après, ça a été ok, on active les campagnes et on active du trafic. Et de la même façon sur la partie SEO, on a donc un expert qui est toujours le même là depuis qu'on a démarré et qui là est encore en train aujourd'hui de nous accompagner sur la partie internationale, puisqu'on est en train d'ouvrir, on va ouvrir à l'international de façon beaucoup plus précise, avec, avec des campagnes, etc. Donc là, il est en train de faire la review de notre site allemand, future version allemande. Donc avoir quelqu'un qui soit très très pertinent, très performant sur cette partie SEO. Donc là, on a été également voilà, super bien accompagné et ça nous a permis de revoir à la fois la partie technique du SEO, sur lequel nos équipes de dev, les équipes de dev pensent généralement s'y connaître en SEO, mais en réalité, voilà, ils sont pas ils n'ont pas c'est pas leur cœur de métier. Donc là, on a des experts qui drive nos équipes de dev pour faire cette partie-là. Et puis après, c'est toute la partie sémantique, donc génération de contenu pour la com sur le blog. On a généré un blog qui n'existait pas et qui aujourd'hui est une source non négligeable de trafic sur le site. Et puis le contenu sur les pages qu'on enrichit d'année en année. Et puis dernier levier qui a été vraiment une explosion depuis 2 ans, c'est la partie social selling. On a eu la chance d'avoir des connaissances. Notre patron, Lilian Richardière, connaissait Véronica Loubry. Voilà, il l'avait rencontré. Lui est fan de moto, il a des Harley, etc. Et puis le mari de Véronica également. Donc ça a facilité les choses. Et puis il dit. Quel est l'effet? Qu'est-ce que ça a apporté effectivement au niveau de moto? Alors elle a gagné une moto. Il dit j'ai jamais revu ma moto. Mais par contre, elle a pris vraiment goût à la marque. Elle a vraiment été ambassadeur de la marque et elle s'est investie pour faire des collaborations et ça, on a vu la première fois qu'elle a fait des posts sur des pièces qu'elle avait co-créées ou en tout cas signées, on battait nos records de premiers jours de solde. C'est pour une journée qui était vraiment en milieu sur des périodes très très creuses, donc très très faible. Et là, on faisait des scores mais incroyables. Donc clairement, c'est un levier de chiffre d'affaires qu'on n'imaginait pas à ce niveau-là. Noto, chiffre d'affaires, on voit que en nombre de fans, ça a explosé puisqu'il y a plus de 400 000 fans aujourd'hui qui suivent la marque sur Facebook, 80 000 qui sont sur Insta. Donc ça a plus que aidé effectivement le plan digital qui a été mis en place. Parfait. Est-ce que, bon, c'est déjà pas mal, mais je pense que tu n'en es pas resté là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, après, l'étape suivante qui a été mise en œuvre pour encore plus accélérer? Alors, quelque chose qu'on n'avait pas forcément perçu initialement, quand on a fait ce business plan, quand on a fait cette roadmap, on n'imaginait pas forcément, on en avait un prisme très e-commerce pur. Et le fonds d'investissement nous a éclairé en disant attendez, visez quand même beaucoup plus large. Il faut que vous intégriez l'omnicanalité, il faut que vous intégriez tout ce qui est marketplace, il faut que vous intégriez en fait l'ensemble des leviers, donc forcément le social selling. Et en fait, c'est vrai qu'à aujourd'hui, quand on regarde ne serait-ce que les marketplaces font plus de chiffre d'affaires que le site ne le faisait il y a 3 ans, quoi. C'est un levier, c'est un levier qui est très très important pour nous. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision très large et l'omnicanal, pareil, que ce soit, on a mis en place des stocks unifiés. Donc on utilisait déjà la solution SoClose pour tout ce qui était e-réservation, mais ils ont un peu développé grâce à nous, avec nous, la partie stock unifié. Et ça, c'est un levier aussi très très important de chiffre d'affaires pour les magasins qui maintenant ont la possibilité de commander sur une tablette, sur un PDA, mais aussi pour nous, puisque de ce coup-là, ça nous permet d'utiliser tout ce qui est stock unifié. Donc il n'y a plus un article qui soit en magasin, qui soit en entrepôt, entrepôt réservé pour le wholesale, entrepôt réservé pour nous. Tous les articles maintenant sont disponibles pour tous les canaux de vente et c'est pas
juste des annonces de prestataires techniques, c'est vraiment la réalité. C'est du live. C'est du live, hein, et donc on voit en fin de solde l'explosion des préparations en magasin, parce qu'on va chercher jusqu'à la dernière pièce, la dernière taille disponible, et ça c'est un volant de chiffre d'affaires. Optimisation en plus, énorme. de l'écoulement de stock, du Oui. chiffre d'affaires, effectivement. Alors je vois sur la slide, tout le monde le voit, avis vérifié par exemple. Est-ce qu'il y a eu un impact de mettre des solutions comme ça? Nous, on préconise bien évidemment, si je vous en parle. Mais est-ce qu'il y a eu un impact pour ce que tu as pu constater au niveau de l'activité? Alors c'est difficile de le quantifier. Ce qui est sûr, c'est que d'abord on a attendu, tout à l'heure j'ai dit on a mis d'abord des KPI opérationnels pour vérifier si on faisait bien notre travail, si effectivement les clients étaient satisfaits, ils étaient livrés en temps en heure, si on livrait bien le nombre de produits prévus, si on arrivait bien à encaisser l'argent je trouve tout bête, mais bon, une fois qu'on est bien sûr de ce qu'on fait, on peut commencer un petit peu à élargir, et donc ensuite on s'est dit bon, maintenant on va demander l'avis de nos clients. Donc assez vite, en courant deuxième semestre, je pense 2019, on était suffisamment sûr de notre coup pour dire on va mettre en place une solution d'avis, parce que c'est un miroir, hein, effectivement, et on le voit bien, au moment des soldes, il y a un peu plus de rupture, les stocks sont un peu moins justes, donc il y a des produits non livrés, les avis tout de suite flanchent. Alors c'est quelques dizaines de points, hein, mais c'est un vrai baromètre de la satisfaction client. Donc immédiatement en le faisant, si vous bossez mal, les clients vont le voir. Et là, donc c'est difficile de savoir si ça a ramené du chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que ça a rassuré énormément. On n'était pas sur un cœur de cible qui était forcément des clientes qui commandaient, qui avaient beaucoup l'habitude de commander en ligne. On avait une culture très magasin. Donc là, elles sont venues, elles ont essayé, elles ont été rassurées par les avis clients, elles ont été rassurées par un niveau de service qui était au rendez-vous. Et effectivement, on leur a demandé systématiquement leur avis. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir 4,7 sur 5, un truc comme ça. Donc plutôt un très bon niveau, mais qu'on a eu dès le démarrage. Et voilà, je n'ai pas le chiffre, mais je suis persuadé qu'effectivement, ça contribue à la réassurance et donc au chiffre d'affaires. C'est sûr. Alors, il y a une chose, tu viens de dire, tu parles souvent client. Est-ce que tu peux nous expliquer la stratégie que tu as mis autour de la donnée client, effectivement, de la CRM, et comment c'est traité? Alors, moi j'avais un background qui était effectivement plus à la base CRM que purement e-commerce. Et j'ai eu la chance d'arriver dans un univers où depuis des années, depuis 2015, depuis la mise en place du programme de feed, la donnée était collectée. Donc on avait une DSI qui était très méticuleuse, et donc voilà, on essayait d'en baser. Il y avait un programme de feed qui était mis. Les magasins avaient la consigne d'essayer de faire adhérer les clients. Ça marchait plutôt bien, et on collectait les données et on les stockait. Et jamais on était allé voir ce qu'il y avait comme information à l'intérieur. Et donc en 2021, on avait dans notre roadmap d'intégrer un profil data et également d'intégrer une solution pour pouvoir exploiter cette data. Donc on a mis en place une CDP avec Isiance, et on a effectivement pris une data analyse, d'abord en stage et puis maintenant en CDI, pour aller comprendre un petit peu le cœur de business, aller comprendre ce qui se passait. Et effectivement, on a vu de très belles surprises, puisqu'on s'est aperçu grâce à cette étude que 80% des tickets, donc des achats, étaient associés à un compte client. Donc globalement, on était capable de tracer 80% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'était génial. Et ce depuis 2015, donc avec un historique très important. Et forcément, une fois qu'on a ça, on a envie d'en savoir plus. Donc on a regardé, on a vu qu'il y a une pyramide avec des très bons clients, et globalement, effectivement, 50% du chiffre d'affaires aujourd'hui est généré par 20% des clients, donc qu'on n'avait pas identifié. Et là, pour la première fois, mi-avril, on fait une opération commerciale dans laquelle, donc web et magasin, dans laquelle on va être capable de faire une offre différenciée pour ces 20% de clients. Donc pour la première fois, on a fait l'extraction, on a fait ce ciblage, et on a envoyé au magasin, et on va envoyer des communications différentes à ces 20% de clients, leur disant pour vous, on va pas faire. Il y a des remises qui sont dans cette opération commerciale, des remises qui sont sur un certain nombre d'articles identifiés. Pour vous, parce que vous êtes nos meilleurs clients, en fait, c'est la même remise, mais c'est sur tout le magasin.
Et bon, c'est tout bête, mais c'est vraiment une utilisation opérationnelle de la data, et ça n'est que le tout début, puisqu'on a terminé de la mise en place d'Isiance début février. D'accord. Comme dit ma femme, la fidélité, ça paye. Alors, il s'est passé effectivement dans le projet quelque chose qui n'était pas vu en 2019, à savoir la pandémie. On a tous vécu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les effets de cette pandémie? Et puis, je vais vous la montrer déjà, hein, mais l'effet est assez notable. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, effectivement, il y a eu un effet notable, et on s'en aperçoit surtout là depuis le début de l'année. Parce que là, les magasins, maintenant, ils sont plus fermés, ils sont réouverts. Donc les clients, ils ont possibilité d'acheter en ligne ou d'acheter en magasin. Et pour la première fois depuis pratiquement 4 ans, on a fait un mois en négatif. Mais bon, voilà, c'est le retour des choses. L'an dernier, on avait fait des chiffres qui avaient été presque indécents. On levait le petit doigt et tout de suite, le chiffre d'affaires grimpait. C'était dingue. C'est ce qu'on voit en jaune sur les charts. Ça a été fou, effectivement. Donc il y a eu une accélération certaine du business en 2020 quand il y a eu le premier confinement. Donc il n'y a plus personne au siège. On n'était plus que 4, le PDG, l'ADG, l'acheteur, un des acheteurs et moi. Et moi je faisais je gérais les colis à la main parce qu'il n'y avait plus personne pour le faire. Les retours en tout cas. Et on a décidé de libérer tous les freins possibles à l'achat en ligne parce qu'on ne savait pas où on allait. Donc on a dit bon, on a de la marchandise, les magasins sont fermés, il faut faciliter l'achat. Donc on a mis c'était le moment de faire les frais de port gratuits, les retours gratuits, je ne sais plus ce qu'on a encore fait, mais enfin bon, l'idée c'était ça, c'était allez, de toute façon on mise tout sur le e-commerce, et effectivement pendant 2 ans ça a été une croissance exponentielle. Je crois qu'on a fait 100% la première année, 50% la deuxième année, sur 100%, donc c'était plutôt pas mal. Et en fait on est resté ensuite, on a maintenu, ça nous a permis aussi de maintenir justement le fait de maintenir les frais de port gratuits, les retours gratuits. On s'est dit, il y a du volume. Parce qu'il y a du volume, voilà, on avait compensé en chiffre d'affaires. Et tout ça dans le beau momentum, parce qu'effectivement, il y avait un travail préparatoire de toutes les équipes, hein, que ce soit chez toi et chez nous, pour que, au moment où il y a eu la pandémie, il y a eu plein d'incertitudes, mais c'est vrai que c'était le bon moment pour accélérer, donc avec de la campagne média finement pilotée et autres, pour pouvoir être au rendez-vous et vous accompagner sur ça. Alors maintenant, on a vu effectivement jusqu'à aujourd'hui tout ce qui a été mis en œuvre. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que tu vas mettre en route encore dans les prochains mois comme chantier? Alors là aujourd'hui, donc comme je le disais, on a notre vision, ça a été de dire on démarre, on sécurise tout ce qui est opération en 2019. En 2020, ça a été, on s'oriente sur le commerce. 2021, on commence à monter sur la partie data et technique. Là aujourd'hui, les grosses orientations, clairement, c'est d'aller jusqu'au bout de l'exploitation de la data. Donc ce réservoir de connaissances clients, il faut qu'on l'utilise. Donc on va mettre en place des plans d'action je dirais à la fois d'e-marketing, mais aussi de combiner du e-marketing, du SMS, de l'email et demain du push notification sur le wallet. Donc c'est d'utiliser intelligemment toute cette data pour aller activer et essayer d'aller activer de plus en plus finement. Là, on a fait la première campagne qu'on vient de mettre en place aussi sur des affinités. Donc on a, grâce à la CDP, on a pu avoir un ciblage affinitaire sur des produits. Donc ils ont dit voilà, cette cible-là, c'est des clients appétents de jeans. On a fait une deuxième campagne, ce sont des appétents pour l'homme, sachant que, comme je vous le disais, c'est pas majoritaire chez nous. Donc ça sert à rien d'aller embêter les gens qui veulent pas acheter de l'homme, des femmes qui n'en ont peut-être pas ou autres. Donc voilà, ça sert à rien. On les sature pour rien. Donc là, ça nous permet de faire des choses qui sont beaucoup plus
pertinente, héroïste, moins intrusive pour les clients. Et notre objectif, c'est dans un premier temps déjà d'aller jusqu'au bout de cette démarche, de mettre en place tous les leviers d'activation possibles. On a travaillé avec donc la data analyst et un conseil externe également pour cerner tous nos points d'amélioration autour du réachat, autour du churn, là où quand est-ce que les clients partent, du délai interachat. C'est des choses qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, qu'on maîtrise bien. Combien de temps exactement les gens mettent entre le premier et le second achat, le passage on-off. Et donc en fait, notre idée maintenant, c'est d'aller mettre en place des actions sur là où on a trouvé qu'on n'était pas forcément très bon. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le premier travail à faire. C'est l'objectif 2022, que fin 2022, tout ce pan d'activation automatique soit déjà intégré. Ensuite, je le disais tout à l'heure, on est en train de travailler sur une partie internationale, donc que ce soit sur la partie marketplace ou sur la partie de notre propre site web. Aujourd'hui, on a un site qui était français-anglais, qui livrait une vingtaine de pays européens, avec un prix identique. Là, hier, on a mis en prod donc une plateforme qui va nous permettre, dans les semaines qui viennent, d'ici fin avril, d'avoir un site franco-français, livraison France, prix France, parce qu'il y a une stratégie commerciale qui est distincte sur la France et l'Europe. Et puis pour un site qui sera dédié sur l'Allemagne, où on a mis en place avec Cybercité et une agence locale pour le contenu, un plan d'action de développement de trafic. Et donc on aura un site traduit en allemand, tous nos emails transactionnels seront traduits, il y aura des emails donc commerciaux également qui seront traduits. Donc on va faire une tentative, je dirais, de faire à petite échelle, un POC à l'échelle de l'Allemagne quand même, d'aller rechercher du chiffre d'affaires et voir si, en mettant tout ça en œuvre, on arrive à l'objectif, c'est de doubler dès la première année le chiffre d'affaires et ensuite pratiquement multiplier par 10 sur 3 ans, de la même façon. Donc l'international est également un axe très très important pour nous de développement. Et après, de façon un peu plus lointaine, je pense qu'il va y avoir, on recommence à regarder, mais c'est pas de l'immédiat, mais tout ce qui va être virtuel, le digital in-store, les métavers, ce genre de choses. On voit qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être prises, donc on regarde ce que ça vaut, ce qui marche, ce qui marche pas. À plus long terme. Oui. Et puis à court terme, ce que tu as mis, c'est la réglementation avec les RGPD. C'est pas la thématique de l'atelier, mais à 16h, Cédric Sorel fera l'atelier sur GA4 et va bien sûr parler de cette belle actualité autour de la RGPD. Merci. Alors, juste pour compléter tes dires et pour vous donner un peu de détails sur le dispositif qui a été mis de notre côté, on a une équipe SEO qui a travaillé sur la strat SEO, qui a travaillé sur la stratégie Brand Content, sur le plan de notoriété, bien évidemment. On a travaillé aussi, bien sûr, l'ensemble des campagnes ads sur plusieurs leviers. On en a parlé tout à l'heure. Le drive to store, parce que c'est important, quoi qu'il en soit, de faire du digital, certes, mais aussi d'emmener du monde dans le réseau physique. Data management, pour pouvoir travailler les attributs, la mesure de l'attribution. L'optimisation de la conversion, on travaille énormément sur ça pour voir les pages, comment elles travaillent, elles se comportent. Le travail aussi des marketplaces pour les booster, pour amener du trafic sur ces marketplaces qui sont de vrais relais de croissance. Ça fait donc depuis 2019 qu'on les accompagne. Il y a quand même 10 personnes dans nos équipes qui sont détachées sur ce projet, pas à temps plein, hein, bien évidemment, mais qui travaillent tous les mois sur ce projet-là. Et je voudrais te remercier parce que c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant, je trouve. Il y a des super relations entre nos équipes. Peut-être parce que OLOM, c'est un peu les mêmes lettres, je ne sais pas, mais on est tous olympiques. Alors, il y a quelque chose qui a été, que je n'ai pas évoqué. On s'est dit qu'on le disait, c'est pas un grand secret, mais je pense que c'était pas forcément si commun que ça. C'est que tout au début, on a donc lancé un appel d'offres sur la partie agence. On voulait vraiment chercher un partenaire.
et qui complète nos savoir-faire. Nous se concentrer sur le site, la transformation, et quelqu'un qui nous génère la partie trafic. Et donc, une fois qu'on a sélectionné Cybercité, on est à peu près d'accord sur les budgets et les budgets médias, les budgets de prestations, on a quand même eu un deal qu'ils ont accepté, qui est assez intéressant. C'était d'accepter du fait du win-win. C'est-à-dire que comme ils ont aujourd'hui la génération de notre trafic, c'est entre leurs mains. Bien sûr, on le pilote ensemble. On a des comités de pilotage tous les trimestres. On a des réunions toutes les semaines sur la partie opérationnelle. Voilà, on le délaisse pas, on le délègue, mais on le délaisse pas. Mais c'est quand même eux qui ont les manettes sur nos comptes Google, Facebook et autres leviers. Et donc on leur a demandé puisqu'ils nous disaient qu'ils allaient être capables de nous emmener, de nous faire vers l'Olympe. C'est ça, vers l'Olympe. Lors de l'appel d'offres, on dit mais ok, mais si vous y croyez, donc vous êtes d'accord pour éventuellement mettre votre rémunération variable, mettre une rémunération variable sur le contrat. Et donc là, ils ne sont pas venus réenchérir leurs prestations. Ils ont dit banco, on y va. Et donc, on a mis une partie quand même non négligeable de la rémunération agence en variable sur l'atteinte des success fees, sur l'atteinte du résultat. Et jusqu'à présent, alors c'est bonus-malus. Donc il y a neutre, c'est l'atteinte prévue, bonus-malus, et jusqu'à présent c'était bonus chaque année. Donc voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Alors, madame. Merci. Bonjour. Merci pour cette présentation et bravo pour les résultats. Vous avez bien fini un peu avec le budget. En fait, moi, je suis fondatrice d'une toute petite start-up, Vitulub, et je me posais un peu les questions par rapport à les budgets, surtout au début, peut-être pas pour la phase qui commence maintenant, mais au début, qu'est-ce que vous avez prévu comme budget justement pour driver du trafic sur votre site? Alors, on nous a... Lorsqu'on était dans cette phase de 4-6 mois d'études un peu en chambre pour essayer de décrire l'histoire qu'on avait envie de dérouler, il y a eu aussi pas mal de contacts qui ont été pris avec d'autres acteurs sectoriels. Encore une fois, j'en ai la chance d'avoir dans notre fonds d'investissement quelqu'un qui avait de bons contacts chez les confrères, pas concurrents, mais forcément des confrères du secteur. Et donc on avait des ABAC qui étaient fixés. Et donc très vite on s'est dit, il faut que notre budget se situe autour de 15 chiffres d'affaires. Et donc comme on a mis nos ambitions, on a commencé par mettre les ambitions, on a commencé déjà à se dire ok, une enseigne de textile doit arriver à quoi en termes de proportion digitale versus chiffre d'affaires global, on doit faire quoi? Donc une fois qu'on s'est dit, on a fonctionné à l'inverse, on dit voilà, on va atteindre ça, il faudra à peu près autant de temps pour le faire, ou on se met un challenge de le faire en autant de temps. Pour atteindre ce chiffre d'affaires, il nous faut un budget marketing. Et donc, je crois que la première année, déjà, on a dû passer pratiquement à 200 000 euros, quelque chose comme ça, et on a doublé facilement par rapport à ce qu'il y avait avant, en se disant, voilà, on veut atteindre ça, et il nous faut de toute façon le budget qui va aller avec. Et ça collait, parce que quand on a fait l'appel d'offres, nous, on avait écrit des chiffres, lors du BP, et puis quand on a fait la consultation agence, finalement les agences sont arrivées à peu près avec les mêmes chiffres pour arriver au même budget pour arriver au même chiffre d'affaires. Donc on n'était pas très loin, donc ça nous a permis de signer un contrat sur 3 ans en disant voilà, on y va ensemble. Bonjour, merci pour la présentation. Alors, une petite question sur l'identité de la marque. Le Temps des Cerises, c'est une magnifique chanson. Et donc, je me suis posé la question, le Temps des Cerises, et ça vend des fringues. Alors, le fondateur vous raconterait ça mieux que moi, parce que c'est une famille, je veux dire, qui est très, très, très atypique. Et c'est des gens qui ont 10 000 idées à la minute. Et apparemment, ça s'est passé, le père et le fils ont décidé de travailler ensemble, parce ils faisaient un voyage au Japon.
Et tout d'un coup, ils ont eu cette idée de voilà, le temps des cerises, le Japon, on va faire ça. Bon oui, on va faire ça, pourquoi pas. Et puis aussi bêtement et rapidement que ça, ils ont pris cette décision sans réfléchir, sans faire d'études marketing, savoir si ça se traduisait, si ça allait être féminin, masculin. Ça a été vraiment un drôle de décision, un drôle de hasard, mais finalement qui fonctionne bien, qui reste atypique. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. S'il n'y a personne d'autre. En fait, vous avez parlé du blog en fait, qui vous étiez très bénéfice. Et que moi, j'avais toujours compris en fait, qu'on a un site e-commerce et qu'on a un blog. En fait, ça ne sert pas à grand-chose parce que les gens qui vont sur le blog, et en fait, ils ne vont jamais vraiment après retourner et faire un achat. Donc, j'étais assez étonnée de voir que pour vous, c'était plutôt bénéfique. Mais, voilà. Alors, comme je disais, moi j'avais un background avant CRM et également un peu une culture un peu de génération de leads en B2B. Et donc pendant quelques années, je prêchais, je recommandais pour le l'inbound marketing en B2B en disant il faut que il faut créer du contenu pour faire venir les clients. Et là, quand je suis passé dans la phase B2C et qu'on a discuté avec Cybercité, j'ai transposé en me disant effectivement, si on veut faire, c'est un levier, en tout état de cause, c'est un levier pour faire venir le client, puisqu'il va faire des recherches sur Internet, que ce soit pour du B2B ou du B2C, mais sur du B2C aussi, il va chercher comment porter un jean slim, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et en fait, en étant présent sur tous ces termes, en étant présent sur toutes ces questions, à un moment donné, vous croisez la route de clientes, vous enrichissez votre champ sémantique pour la partie SEO, et vous faites venir des clients. Et là, dans le cadre du replatforming qu'on a fait donc on était sur du Magento 1, on est passé sur du Magento 2, on a encore mieux, on a encore une version de blog qui est encore plus adaptée, dans lequel on peut aller pousser des produits en automatique. Donc on a mis des outils, je n'avais pas parlé beaucoup, mais dans les outils qu'on a pu mettre, qui ont vraiment permis de nous améliorer, on a mis en place Target, donc j'ai dit dans l'ordre tout à l'heure, donc de l'avis vérifié, du Zendesk pour toute la partie gestion de la relation client, simple, efficace, mais par contre ça vous permet d'avoir une relation client très très professionnelle. On a 4 personnes maintenant au service client et je sais exactement ce qui se passe, les motifs, pourquoi les gens nous contactent, s'il y a quoi que ce soit. Donc vraiment ça c'est à ne pas rater. Ensuite, dans les autres outils qu'on a mis en place, on a mis en place un outil de e-merchandising, donc Target to Sell. Donc voilà, on a fait ce choix-là, on a fait pareil, un appel d'offres, et puis on les a choisis parce qu'on a trouvé que c'était eux qui répondaient d'un point de vue proposition de valeur et coût le mieux. Donc on a mis ça en place et cet outil de e-merchandising et de recoproduits dans les fiches produits nous permet aussi dans le blog de venir mettre des blocs qui automatiquement vont faire de la recoproduit en ligne avec l'article. Et même si on change de collection, l'article n'est plus le même, mais comme c'est de la reco, en fait, il va aller chercher dans les articles non épuisés. Donc en permanence, le blog est alimenté. Et là, on a justement, comme je vous le disais, on connaît notre premier mois difficile. Et donc, on a demandé, on a appelé Cybercité, on a dit, bon, là, il faut que vous nous trouviez des idées, là, parce qu'il faut que... Et leur responsable SEO nous a dit, il y a un levier, là, on peut intensifier un petit peu tout ce qui est justement recoproduit dans le blog. On voit que ça génère du trafic, on se concentre, on focalise notre attention sur les articles qui, aujourd'hui, nous drainent le plus de trafic entrant, et on vient y mettre de la recoproduit pertinente. Et donc, c'est ce qu'on a fait là ces derniers jours. Donc le blog, c'est un levier, c'est un canal d'identification et de génération de trafic pour nous qui est loin d'être neutre. Et puis on monte en pertinence sur l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui vendent du jean pour les femmes. Le textile femme est très, très concurrentiel, donc on est quand même une petite société. La
la totalité de la société, on fait 70 millions de chiffre d'affaires, donc ça en effet pas partie des gros acteurs nationaux, internationaux. Donc être présent, réussir à remonter en haut de page, c'est pas, on peut pas le faire qu'avec du budget. Donc il fallait qu'il y ait de la pertinence, et le SEO pour ça c'est quand même un bon levier. Et le blog, c'est excellent. C'est effectivement ce que je disais, la stratégie de contenu, c'est une base pour booster ce référencement naturel qui va aider, quoi qu'il en soit, la campagne Ads, hein, tout est lié, et qui après va déclencher de l'achat, de la conversion et effectivement de l'achat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez évoqué la métaverse tout à l'heure, donc je voulais savoir un petit peu comment le temps des cerises va s'inscrire justement dans cette évolution. Quelles sont vos idées sur le sujet? Est-ce qu'il y a déjà des choses, des idées que vous allez mettre en place? Alors très franchement, pour l'instant, c'est compliqué de répondre précisément. Parce que, bon, moi, j'étais interpellé parce que j'ai vu, là, il y a eu une Fashion Week où il y a eu des essais de défilés en métaverse. De ce que j'ai lu, ça n'a pas été que des expériences réussies d'un point de vue technique, mais en tout cas, ça saturait, etc. Mais en tout cas, ça commence. C'est quand même important ce type d'événement, et donc de voir que ce type d'événement et des grandes marques s'y intéressent. Forcément, on se dit, il ne faudrait pas louper non plus le coche là-dessus. Puis on a vu aussi des marques beaucoup plus proches de nous qui étaient aussi. On a vu IKKS qui avait un magasin, qui avait donc acheté un magasin dans les métavers, je ne sais pas comment on dit. Donc là, on s'est dit, bon, si des marques un petit peu moins prestigieuses, luxe, s'y mettent également, c'est que, je ne veux pas employer populaire, parce que c'est péjoratif, mais voilà, plus grand public s'y mettent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que nous, on se pose la question de la façon dont on va y arriver. Donc, comment ça va se passer? Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que notre PDG, je pense que si j'allais lui dire il faudrait acheter de la communication, ou voire même une boutique dans un espace virtuel, lui qui n'a pas de PC, qui n'a pas d'email, avec qui juste quand je veux discuter, je fais un WhatsApp. Il a des motos. Hein, et là, il y a des motos, ouais, et des idées. Mais c'est voilà, qui n'est pas du tout digital à la base. Je pense qu'il ne comprendrait pas. Mais donc, je ne peux pas vraiment répondre sur la façon dont on va y aller. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir quand même quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il va pas falloir louper le coche pour être présent pour une marque. Comme dans tout, ça ne vaut pas forcément le coup quand on n'a pas des moyens dingues d'y aller trop tôt. Mais à mon avis, dans les 3 ans, ça vaudra le coup de s'y intéresser vraiment, quoi. Bonjour. Donc vous avez des boutiques. Je voulais savoir si vous travaillez un peu l'omnicanal. Quelle campagne en Drive to Store vous avez pu tester? Ça m'amène aussi le live shopping. Est-ce que vous avez testé? Enfin voilà, quelle synergie vous mettez entre vos boutiques et votre site e-commerce? Alors beaucoup. Franchement, ça a été on a eu la chance de vraiment pas avoir de réticence on-off, c'est-à-dire qu'on a un petit comité de direction et le patron du retail était déjà très convaincu que le digital, pour lui, ça allait l'aider. Quand on a mis en place donc, le stock unifié et les PDA, pareil, je pense qu'on n'est pas arrivé trop tôt, mais ce qu'on a mis en place était très très juste. Franchement, quand je vois aujourd'hui les taux c'est confidentiel, mais le taux de commandes sur le PDA versus le chiffre d'affaires du magasin, donc combien chaque jour de chiffre d'affaires est généré uniquement par des commandes prises sur le PDA. Franchement, quand on a écrit ces chiffres il y a 4 ans, on dit mais c'est du délire, on ne va jamais faire ça. Et aujourd'hui, allez, je vais en donner un de chiffre, mais on atteint parfois 10% de chiffre d'affaires d'un magasin grâce à des commandes qu'il a faites sur son PDA. Et ça, ça suffit à les convaincre que le digital n'est pas quelque chose qui va contre eux, mais que le digital, justement, il est aujourd'hui, toute la force de vente est convaincue, quoi. Mais quand on leur demande de préparer maintenant des colis, soit pour un autre magasin, puisqu'ils passent la commande et
Et eux ne savent pas qui va préparer. Hein. C'est l'algorithme qui va définir où est le stock et qui va le préparer. Quand ils préparent un colis, ils pensent à toutes les commandes qu'ils font eux-mêmes. Donc la partie omnicanalité, ça a très vite été quelque chose de complètement intégré dans la mentalité du patron du retail. Ensuite on lui a dit bon bah maintenant en plus on va essayer de te ramener des clients avec des campagnes digitales. Là, il nous regardait. On va mettre en place des outils on va te mettre en place le Google My Business et on va le driver. Donc, on a mis aussi une solution en place pour piloter, pour harmoniser les horaires des boutiques de façon centralisée, parce qu'avant, c'était fait par le magasin qui dit ah bah tiens, maintenant je change d'horaire, qui prévenait son responsable de réseau, qui prévenait le directeur du réseau et qui prévenait le mec de l'informatique. Donc voilà, on est revenu à des choses un petit peu plus automatiques et efficaces. Et ce qui fait qu'on a un Google My Business qui est super maintenant, qui est super rempli avec du contenu. On lui a expliqué qu'on allait faire également des enquêtes magasins à la sortie des tickets de caisse magasins et que ça allait venir alimenter son Google My Business. Donc aujourd'hui, il a des scores de fou sur ses évaluations magasins qui lui font monter son référencement local. Aujourd'hui, voilà, pour lui, le digital, c'est plus l'ennemi. Hein. Il a bien compris que, effectivement, alors de temps en temps, bon, ça l'embête un peu qu'on vienne pendant les soldes un petit peu taper sur son stock, c'est clair, mais il voit aussi tout le bénéfice. Il voit les campagnes qu'on a faites en Drive to Store. On a fait quelques tests. On a été un petit peu handicapé avec c'est tombé au moment du Covid, donc on a eu plusieurs fois repoussé. Là, c'est des choses je pense, sur lesquelles on va intensifier, d'autant qu'on a mis en place l'an dernier, cette année, la partie attribution d'Isiance. Donc la solution Isiance est une CDP, mais ils ont également un module d'analyse d'attribution. Donc l'an dernier, on avait mis en route la partie attribution online, et là, on vient de mettre en place la partie attribution offline. Donc là, on va être capable réellement de mesurer l'efficacité d'une campagne ou d'un emailing sur les ventes magasins. Quand jusqu'à présent, on dit bah voilà, tel emailing, il nous a généré X milliers de chiffres d'affaires, on le sait, on regarde sur le site e-commerce. Demain, on va être capable de dire non, mais ça a fait ça sur le on, mais ça a généré ça sur le off. Donc la partie, je pense que c'est probablement grâce à ça qu'on va être capable de continuer à augmenter nos budgets marketing, c'est qu'on va être capable de réellement reporter l'effet du Drive to Store. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Merci à tous, merci Astier encore. Merci à vous.